Ce livre est l'aboutissement de 40 ans de recherche. Après une pratique clinique avec des patients toxicomanes et alcooliques dans un dispensaire, j'ai décidé d'entreprendre une recherche sur l'origine des addictions sans ingestion de produits toxiques à travers la cure analytique de femmes boulimiques et ou anorexiques. Au fil du temps, j'ai saisi une correspondance entre leur comportement et celui du fœtus, dans leur compulsion à se gaver, jeûner ou vomir à certains moments de la journée ou de la nuit, et même dans les détails des quantités, du goût, de la couleur, l'odeur des aliments ou des boissons qu'elles ingèrent, elles rejouent le comportement du fœtus vis-à-vis du liquide amniotique. Tout d'abord, dans sa quantité et sa qualité au premier trimestre, au temps de l'embryon, et ensuite dans la quantité, la qualité et le rythme du liquide amniotique produit, ingéré, craché ou expulsé au deuxième et troisième trimestre, lorsque le fœtus est suffisamment développé pour avaler, cracher et uriner. Ces éléments cliniques m'ont permis de comprendre que les boulimiques et ou les anorexiques vivaient des réminiscences de leur vie fœtale, mais fait très important, en étant en même temps à la place de la mère et du fœtus. Par la suite, la récurrence et la succession chez de nombreuses patientes de certains cauchemars mettant en scène, durant des phases charnières de la cure, la mort ou le meurtre d'un enfant, d'abord dévoré par une bête féroce, ensuite assassiné ou tombé d'un navire et porté disparu, m'ont révélé la présence d'angoisse de mort très intense, liée aux changements ressentis durant l'analyse, et surtout lorsque la fin approche. Pour ces patientes, imaginer la séparation définitive avec l'analyste est vécu comme une naissance très traumatique, voire mortelle, comme la récurrence des cauchemars nous l'indique. Cependant, ma surprise fut de retrouver la même succession de cauchemars chez mes patientes enceintes à la fin de chaque trimestre, et ceci aussi chez des femmes qui n'étaient ni boulimiques ni anorexiques. Ces dernières étaient souvent encore sans enfants ou diagnostiquées infertiles avant l'analyse. La récurrence des mêmes lapsus, tels que « ma mère au lieu de ma grand-mère » ou « quand je sortais de la maternité avec ma mère dans mes bras » ou « je suis morte », la récurrence, c'est-à-dire que c'était assez fréquent, ou « je suis morte avant la naissance » ou encore « je vais naître en février », ils m'ont indiqué que n'arrivant pas à s'inscrire dans le temps généalogique, dans le temps chronologique et dans le temps du récit, elles s'identifiaient à la fois à leur grand-mère, à leur mère et à leur fœtus. Tous ces éléments cliniques m'ont permis d'élaborer la théorie de l'arbre renversé, qui suppose l'existence d'une mémoire inconsciente de l'expérience vécue par les grands-mères, transmise durant la grossesse, reliant la mère au fœtus dans un lien fusionnel d'attachement et une identification mimétique totale qui serait à l'origine de l'addiction, des difficultés de perception du corps propre et des troubles du comportement alimentaire. J'ai nommé ce processus arbre renversé, suite au même dessin amené tout à fait spontanément par un certain nombre de patientes. Elle s'est représentée dans le dessin d'un arbre renversé ayant les branches pleines de feuilles dirigées sous terre en guise de racines et les racines nues ou avec très peu de feuilles tendues vers le ciel. Une d'elles avait ajouté la légende « Plus je vis, plus je m'enterre ». Elles exprimaient toute la sensation d'être coincées dans le passé, incapables de se projeter dans le futur. Ainsi, ténaillées par l'angoisse de mort, pour naître, elles doivent se retrouver les états antérieurs à la naissance qui leur permettent d'éviter de mourir et de tuer leur mère, afin de pouvoir imaginer arracher les branches racines et les redresser vers le ciel. Donc, c'est ça la signification de mon installation, l'arbre renversé et lien placentaire. On peut entendre ce fantasme de l'arbre renversé comme une réminiscence de la vie fœtale, durant laquelle les mouvements de l'embryon et du fœtus, mouvements au sens large, y compris les signaux électriques, réactivent chez la mère avec plus ou moins d'intensité, plus ou moins de feuilles sous les branches racines,
la mémoire bio-émotionnelle de l'expérience vécue par la grand-mère enceinte de la mère et celle de sa propre mère enceinte d'elle. Donc, trois générations de la mère et 4 avec l'enfant. À travers leur comportement, leurs cauchemars et leurs réminiscences, ces patientes nous transmettent l'idée que durant la grossesse se forme un lien fusionnel d'attachement et une identification totale mère-fœtus, que j'ai appelé mimétique, qui se déploie au niveau psychique et neurobiologique. Ainsi, au cours de la grossesse, mais surtout durant les passages d'un trimestre à l'autre, la mère transmet au fœtus une forte angoisse de mort liée à... Je m'oblige à lire parce qu'autrement, je ne m'arrête pas. C'est mon problème. Je peux parler pendant des heures. Donc, relié à des fantasmes de meurtre et de destruction causés par les changements ressentis et une diminution, voire une brusque interruption du lien fusionnel placentaire en raison du développement du fœtus. Ces changements peuvent rester totalement inconscients s'ils ont été trop traumatiques, à savoir pas du tout attendus, par la grand-mère enceinte de la mère, mais aussi par l'arrière-grand-mère enceinte de la grand-mère, etc., etc. Lors de l'accouchement, intégrer la perte définitive de ce lien fusionnel primitif pourra se révéler difficile, voire impossible pour certaines mères. En ce cas, elles vont tenter de retenir inconsciemment l'enfant et le placenta dans leur ventre. Des accidents d'accouchement et des troubles psychiques du comportement de l'enfant à venir pourraient être la conséquence de ces angoisses et fantasmes inconscients de mort et de meurtre liés aux pulsions d'autoconservation de la mère et des grandes-mères avant elle, réactivées durant toute la grossesse, mais surtout avant l'accouchement. Conception et premier trimestre. La conception est un bouleversement. Toute femme qui tombe enceinte perd son image du corps d'avant. Il s'agit d'une véritable métamorphose. Certaines femmes trop angoissées supportent difficilement les fantasmes qui l'agitent. L'embryon serait un agent étranger, tel un alien, qui s'approprie de plus en plus de son corps en la mettant en danger de mort. Au niveau immunitaire, c'est ce qui se produit réellement. Des cellules tueuses de l'utérus maternel tentent de tuer l'embryon qui se défend avec des molécules H et LA.G qui viennent du père. Des patients rêvent souvent d'un crocodile qui les dévore. Vous avez vu l'installation métamorphose qui fait allusion à ces phases. Ainsi, tomber enceinte, c'est à la fois être le père de la fusion primitive qui dévore ses enfants, comme Chronos dans la mythologie grecque, à la fois la mère crocodile qui dévore l'enfant, à savoir l'embryon. Nous savons maintenant que le placenta humain est composé de gènes qui viennent des reptiliens. Voilà. Ainsi, donc, c'est une composante du placenta. Ainsi, toutes les mères vivent dans leur corps des jouissances liées à des fantasmes archaïques d'autocréation, de dévoration et de destruction d'origine phylogénétique, qui se mélangent avec le désir incestueux et les fantasmes édipiens. Certaines femmes ne supportent pas cette irruption des jouissances et d'angoisses inconscientes. Elles vont souffrir de symptômes physiques et de douleurs afin de recouvrir cette femme pulsionnelle. En même temps, la future mère s'installe dans la grossesse. Elle se vit comme ayant un corps pour deux, ce qui est en effet le placenta. Il est produit à moitié par l'œuf, à moitié par la muqueuse de l'utérus de la mère. Le placenta est un organe éphémère et fusionnel. On peut donc dire qu'il appartient aux deux. De même, psychiquement, la mère entretient avec son fœtus ce que j'appelle un lien placentaire primitif, qui subira des modifications et des variations d'intensité tout au long de la grossesse. Avec leurs fantasmes, cauchemars, suivis par des légers baby blues, elles nous montrent qu'ils sont traversés par une terrible angoisse de mort qui est transmise au fœtus à chaque perte ou diminution importante de ce lien placentaire primitif à la fin de chaque trimestre, comme les cauchemars l'indiquent. En effet, jusqu'à présent, personne n'avait réfléchi à ce que peut ressentir un nouveau-né suite à la perte définitive d'un organe sensoriel et sensuel lui appartenant, qui était absolument vital pour lui, et à la perte pour la mère d'un organe qui lui procure un excès de jouissance dans un rapport fusionnel
à la vie et à la mort au sens réel avec son enfant. La mère doit donc être en mesure d'intégrer toutes ces diminutions progressives du lien, de l'intensité du lien placentaire primitif afin de refouler l'excès de jouissance éprouvé avec son bébé tout attaché avant la séparation définitive de la naissance. La première séparation survient à la fin du premier trimestre, lorsque les signes sympathiques disparaissent. Ce calme fait surgir chez la mère l'angoisse. Ai-je perdu l'enfant ? Paradoxalement, c'est l'angoisse de perdre l'enfant qui le fait exister en le rendant distinct d'elle-même. Durant ces passages, mes patientes rêvent souvent de la mort d'un petit poisson rouge, et chez les plus angoissés, c'est de celle d'un enfant dévoré par un requin. Ce cauchemar annonce la métamorphose, donc la disparition de l'embryon, devenu fœtus, tout en sachant que le cerveau d'un fœtus de 3 mois est semblable à celui d'un gros poisson. Pour la majorité des femmes, ce passage au deuxième trimestre s'accompagne d'un baby blues qui passe inaperçu. L'absence totale d'angoisse et de rêve signifie trop souvent que le passage d'une étape à l'autre est trop angoissant, voire traumatique. Alors peuvent surgir des symptômes physiques et des difficultés de grossesse. Le second trimestre ou le paradis fusionnel, la mère devenant le jumeau collé ou la jumelle collée du fœtus. Au cours du second trimestre, le scénario change. Il n'y a plus que 2 personnages sur scène, la mère et l'enfant unis dans une parfaite fusion paradisiaque. Le père de la fusion primitive ayant disparu à la fin du premier trimestre. La femme enceinte éprouve le sentiment qu'elle est son fœtus et que celui-ci est elle. En quelque sorte, elle est la vraie jumelle du fœtus, mais les deux à la fois. Jamais l'un sur l'autre, ils sont 2 en un. Ce qui la renvoie à une fusion primitive incestueuse avec son fœtus, car la fusion incestueuse avec le père a déjà été refoulée. Cette parfaite fusion m'a fait penser aux jumeaux collés avec un seul placenta. Dans cette pathologie dite du transfuseur-transfusé, les jumeaux ont leur membrane collée et des petites passerelles dont le placenta font circuler le sang de l'un dans la circulation sanguine de l'autre jumeau. Le transfuseur risque de mourir totalement déshydraté. Souvent, il disparaît sans laisser de traces. Pour cette raison, il est nommé évanescent par les médecins. On peut prendre cette relation entre jumeaux collés comme une métaphore qui nous donne la mesure de l'anéantissement ressenti par la mère au cours des phases de brusque diminution du lien placentaire primitif avec son fœtus au cours de la grossesse. La fin du 2e trimestre est le meurtre de l'enfant. Vers la fin du 2e trimestre commence le déclin du paradis placentaire. En effet, biologiquement, l'involution placentaire débute exactement là, à ce moment-là, et la mère ressent la première brusque diminution du lien placentaire primitif. Ce qui entraîne la disparition du jumeau collé porté jusqu'à là, auquel elle était totalement identifiée. Durant le passage au 3e trimestre, les cauchemars tournent autour de la mort de l'enfant et de l'énigme de sa disparition. Les futures mères rêvent souvent de la mort accidentelle ou de l'enlèvement du meurtre de l'enfant fusionnel. Insistons sur ce point. Formuler ce fantasme a permis à des patientes de stopper la menace d'accouchement prématuré. Seules des femmes très fragiles se sentent coupables d'un meurtre effectué à leur insu et s'exclament « J'ai tué mon enfant ». Mais de quel meurtre s'agit ? Du meurtre de l'enfant fusionnel et incestueux, celui du paradis du 2e trimestre, dont on doit effacer le moindre souvenir. La censure ne peut pas laisser passer des images trop imbibées de jouissance incestueuse entre la mère et l'enfant, et le meurtre dans le rêve indique qu'un 2e temps du refoulement est à l'œuvre. De tels rêves sont importants, ils manifestent la capacité qu'a la mère d'anticiper la séparation catastrophe d'avec l'enfant et la possibilité d'imaginer une survie possible pour la mère et l'enfant après l'accouchement. En absence de ces rêves, la mère aura un léger baby blues. Cependant, il arrive à la femme enceinte trop angoissée de refuser cette disparition. Elle fait alors comme si l'enfant était toujours enfermé en elle, ce dont souffrira l'enfant même après sa naissance, parfois toute sa vie. Oh,
Au troisième trimestre, la mère retrouve la mémoire de l'expérience vécue par sa grand-mère enceinte de sa mère, comme le figure le dessin de l'arbre renversé déjà décrit. Une inversion symbolique de l'ordre généalogique et de la mémoire de l'expérience vécue. Un lapsus fréquent chez les femmes boulimiques en témoigne. Pendant ma grossesse, c'est-à-dire quand ma mère était enceinte de moi, ma mère, c'est-à-dire ma grand-mère, est morte. Dans ce scénario, le lien placentaire primitif perdu avec la disparition du jumeau évanescent à la fin du deuxième trimestre est retrouvé sous une autre forme. Pour le père de l'enfant aussi. Le nouveau couple de jumeaux collés étant formé maintenant par la grand-mère et la mère à l'état de fœtus. Donc voilà rétabli le lien fusionnel mère-enfant indestructible, hors temps où toute séparation est impensable. La mère retrouve les traces de ce qu'elle avait vécu à l'état de fœtus. On peut penser qu'elle retrouve également les traces de la mémoire inconsciente que sa propre mère lui avait transmise, peut-être au travers de ses rêves. Cette hypothèse permet de comprendre les faits qui témoignent d'une transmission intergénérationnelle inconsciente. Les rêves du 8e mois. Les mères qui ont pu intégrer la perte de l'enfant fusionnel du deuxième trimestre peuvent anticiper inconsciemment la perte imminente du lien placentaire primitif qui aura lieu à la naissance et avoir des rêves annonciateurs de l'accouchement. Ce sont des rêves souvent agités et très aquatiques dans lesquels est mise en scène la jouissance océanique des mers. Il s'agit d'une navigation dans une mer très agitée, d'un enfant qui tombe du haut d'un mât d'un grand navire sous les yeux de la mer impuissante. Malgré les efforts déployés, le corps de l'enfant reste introuvable. Parfois, il y a des dauphins qui le retrouvent. On a vu dans l'installation. C'est les dauphins qui retrouvent, en général. Mais l'espoir de le trouver demeure chez la mère. Seules que quelques-unes rêvent que l'enfant est repêché par un dauphin et déjà mort. Ou bien que la tempête a détruit toute la maison familiale et tout signe de vie autour. Il faut être très attentif à ce type de rêve, c'est-à-dire que c'est l'issue du rêve qui compte, et pour l'accouchement à venir, pour prévoir une césarienne. Rêve et fantasme avant l'accouchement. Dans l'imminence de la perte des os, de nombreuses femmes font le rêve de l'annonce d'un tsunami. C'est son issue qui est important à noter à nouveau. Se sauve-t-elle à temps en roulant souvent dans une voiture qui symbolise le corps fusionnel? Ou bien au contraire, elles ne peuvent pas s'échapper, elles se retrouvent submergées par les eaux? Cette version moins heureuse reste cependant une façon d'anticiper l'arrivée de la catastrophe. Le retour des fantasmes édipiens. À l'approche de l'accouchement, outre les fantasmes archaïques de dévoration liés aux pulsions d'autoconservation, les fantasmes édipiens sont à nouveau réactivés. Chez les parturientes, le fantasme d'être à la fois sa mère, son père et l'enfant, fui de leur amour passionnel et incestueux, est à nouveau très vivace comme au premier trimestre. Alors, de l'imminence de l'accouchement, des angoisses inconscientes de mort et de destruction, reliées à un excès de jouissance éprouvé avec l'enfant, surgissent mêlées à des angoisses édipiennes très fortes, pour certaines totalement intolérables. Certains cauchemars affreux et répétitifs, mettant en scène un accouchement atroce avec la mort de l'enfant et de la mère dans des conditions épouvantables, peuvent surgir avec force. Tout accouchement, même celui qui se passe bien, met en scène dans les corps des femmes des représentations de mort, de meurtre et d'inceste. Le cauchemar récurrent à la veille de l'accouchement, mettant en scène trop violemment le meurtre de l'enfant et ou la mort de la mère, préviennent que la femme traverse un passage très traumatique et doivent alerter les gynécos et les sages-femmes qui peuvent prévoir une césarienne. Accoucher, c'est tuer sa mère et mourir. Un fantasme lié au processus de l'arbre renversé, accoucher, c'est tuer la mère et mourir, s'impose à toutes les femmes inconsciemment. En effet, le couple de jumeaux collés du 3e trimestre, celui qui représente la grand-mère collée à la mère encore fœtus, est en passe de disparaître définitivement avant l'accouchement. Et elle avec eux. Il est très important de comprendre la portée de ce fantasme de mort. La mère et de l'enfant, fantasme de mort, c'est-à-dire de la mère et de l'enfant fusionnel, produit par la représentation de la lutte des pulsions d'autoconservation impliquées dans l'arbre renversé. Que tout enfant qui vient au monde est un survivant coupable à la fois d'avoir échappé à une mort annoncée, à la fois d'avoir tué la mère et le père d'avant la naissance.
Quant aux parents, ils se sentent coupables de la mort et la disparition de l'enfant du lien placentaire primitif.
la naissance, c'est quand même la jubilation, la rencontre, la mère et l'enfant vont se dévorer mutuellement dans une relation d'amour passionnelle et ils vont reconstituer le lien fusionnel d'avant. Il s'agit du narcissisme primordial, comme l'appelait Dolto. En effet, en croquant avec les yeux le visage du nouveau-né, la mère avale sa propre image dans le regard et les signifiants de sa grand-mère en raison du processus de l'arbre inversé. Donc, des lapsus déjà décrits nous ont bien fait entendre que les mères identifient leur enfant à leur mère nouveau-née, et c'est donc qu'elles sont alors leur propre grand-mère. De cette manière, le lien placentaire indestructible se rétablit à la naissance et le processus de l'arbre inversé se poursuit. Venimbe, venimbe, ya sama, sarama lama